On va justement marquer ce moment d'évolution en appelant Denis Vicentini à nous rejoindre, Jean-Louis Dubourg, que je citais tout à l'heure, à nous rejoindre, et puis on va voir Muriel Moreau, qui est en direct normalement avec nous depuis Biarritz. On va la retrouver rapidement. Vous nous entendez, Muriel ? Est-ce qu'on a le son de Muriel ? Moi, je ne l'ai pas. Oui, ça y est, je crois que vous allez pour nous dire bonsoir, on va vous entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. C'est formidable, j'adore dire les choses qui se doivent dire. Je plaisante. On vous a connu avec un parcours que je vais résumer parce que je trouve qu'il est assez représentatif et il image vraiment joliment l'esprit de transformation, d'initiative qui va être porté pendant ces 2 tables rondes. Vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce qui n'est pas toujours une erreur. On vous a connu ensuite dans des entreprises comme le Coq Sportif ou Capgemini, à la tête d'un restaurant avec votre époux pendant 7 ans à Paris. Et aujourd'hui, vous avez un projet pour le moins original que vous allez nous présenter, que vous le ferez mieux que moi. Vous allez valoriser la laine des moutons des Pyrénées-Atlantiques. Et vous avez commencé, ce n'est pas du tout un projet en l'air. Le projet a bien démarré, il y a déjà des moutons qui sont concernés, entre guillemets, et des bergers. Racontez-moi déjà le point de départ. Je crois que vous avez rencontré un berger, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une jachère totale dans ce secteur. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est un projet qui a commencé par hasard, c'est-à-dire que donc j'ai rencontré un berger en visitant une cabane en estive un été et au détour de la conversation, il m'a expliqué que ses brebis, donc qu'il élève pour le lait, pour faire du fromage, doivent être tendues pour des questions d'hygiène et de confort une fois par an. Mais donc lui, ça lui coûte de l'argent et ça fait donc quelques années qu'il ne trouve plus aucun débouché pour sa laine, donc ça lui reste sur les bras. Donc ça m'est resté un petit peu en tête, je trouvais ça assez dingue, parce que la laine, je pense qu'on en a tous une image très positive, hein, d'une matière assez noble, et le fait que ça soit considéré comme un déchet jeté, voire brûlé ou même enfoui, me semblait assez dingue. Et je me suis rendu compte que c'était un problème qui était inhérent à la quasi-totalité des éleveurs français, en particulier donc, dans le sud-ouest, enfin, dans les Pyrénées-Atlantiques, sachant qu'on est le premier département en nombre d'éleveurs au vin, donc il y en a à peu près 2000, et donc ils sont concernés par ça, et ça représente 1200 tonnes par an qui sont Alors, concernés. 1200 tonnes de laine, on va dire, on l'imagine, ça y est, maintenant que vous avez donné le chiffre, il est posé devant nous. À quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire quelque chose, et c'est quoi la piste aujourd'hui que vous avez mise en route ? Alors, en fait, c'est, comment dire, ce gâchis-là a vraiment commencé à, enfin, m'habiter très vite. En fait, cette sensation de gâchis et surtout l'idée qu'on pouvait en faire quelque chose que vraiment c'était pas possible, a démarré très vite et je me suis très vite lancée dans les tests parce que donc le berger avec qui j'étais en contact tombait un mois après notre rencontre. Donc je lui ai acheté la totalité de sa production. Donc je me suis retrouvée à la tête de 600 kilos de laine et j'ai commencé à explorer plusieurs pistes. Et donc c'est là que je me suis rendu compte des 2 problèmes principaux qu'on rencontre la laine aujourd'hui en France. Le premier, c'est la question du marché de la laine. Voilà, avec l'arrivée des matières synthétiques et du mérinos qui vient principalement d'Australie et de Nouvelle-Zélande et qui font qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus d'unités de transformation de la laine en France. Pour vous donner un exemple, première étape, quand on veut valoriser de la laine, il faut la laver. Il n'y a plus qu'un seul lavoir en France. Il n'est pas en Nouvelle-Aquitaine, je dis ça à l'élu qui va nous rejoindre. Non, il est dans le Gévaudan. Et en fait, le deuxième problème, enfin grande problématique, c'est la qualité de ces laines. C'est-à-dire que pour valoriser de la laine, il faut qu'elle soit fine. Et nous, on a des laines qui sont rustiques, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire qu'elles ont un gros micronage, donc elles grattent un petit peu. Donc assez vite, je me suis rendu compte que la voie classique de valorisation de la laine allait être très compliquée pour les laines qu'on a ici. Donc j'ai quand même essayé de faire du fil avec des filatures. Mais je me suis très vite tournée vers l'innovation. Je me suis dit, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans le textile ou dans d'autres secteurs, il y a forcément des choses qu'on peut transposer à cette laine pour créer de nouvelles matières. Et donc, j'ai mené un projet de recherche avec un labo qui s'appelle le CETI, qui est basé à Tourcoing, qui est le Centre européen des textiles innovants, et on a créé un non-tissé. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à une façon différente de lier les fibres de laine entre elles sans passer par la casse-fil et tissage,
qui était donc pas très intéressante avec les laines d'ici. Alors, merci de ce témoignage. On vous retrouve tout à l'heure. On fait durer le suspense pour savoir ce que devient ce non tissé. J'ai envie de venir vers vous, justement, Denis Vicentini, parce que vous partez aussi, vous, d'un état des lieux qui vous interpelle un moment dans un parcours d'ingénieur, mais aussi exploitant agricole, sur une exploitation auquel vous tenez, justement, tout en ayant repris en 2013 l'entreprise dont on va parler maintenant, qui est une entreprise spécialisée dans la mécanique agricole et la mécanique. Et à l'époque, il y a 4 salariés, aujourd'hui il y en a 16. Et la différence entre les deux, c'est qu'entre les deux, vous avez déposé 4 brevets. On vient d'entendre parler d'innovation avec notre invité. Vous aussi, vous êtes totalement sur l'innovation. Déjà, pourquoi et à quel moment vous vous êtes dit, mais l'agriculture que l'on mène ou que d'autres mènent ne respecte pas les sols ou ne respecte plus les sols? Il part d'où le constat? Bonjour et merci. Donc vous l'avez dit, j'ai 2 casquettes. Je suis chef de l'entreprise de Commun Industrie. Vous êtes tous plein de casquettes ce soir, vous allez voir là. Et je suis aussi agriculteur. Donc c'est avec la deuxième casquette qu'un jour, je réalise qu'on a un problème dans nos pratiques agricoles à la suite de la préparation de ma parcelle pour semer ma culture. Un orage tombe et emporte toute la terre en bas du champ, qui finit dans les fossés et qui va finir un jour dans la Gironde et dans l'océan. Et donc là, ce jour-là, je me suis dit, il y a un problème. Il n'est pas concevable qu'on puisse perdre un patrimoine, c'est un réel patrimoine, un capital, celui qui nous permet de produire nos cultures et nos denrées alimentaires. Donc, effectivement, ce phénomène d'érosion des sols, il n'est pas naturel. Il existe dans les parcelles agricoles. Il n'existe pas dans les bois, dans les prairies. Il existe sur les terres travaillées. Et c'est une conséquence de ces pratiques qui sont basées sur le travail intensif du sol, qui fait que ce sol a été déstructuré en quelque sorte. Il a perdu sa cohésion, il n'est plus capable de résister aux aléas du climat. Alors, le constat, il est fait. Et là, vous vous dites, avec des machines, je peux peut-être faire en sorte de le préserver. Et c'est là qu'on démarre l'histoire avec la deuxième casquette. C'est ça. Donc, toujours à la première casquette, je me forme, je pars en formation et là, je rencontre d'autres agriculteurs. Je pars en formation sur ce thème-là de l'agriculture de conservation des sols, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je rencontre des agriculteurs avec qui je noue des liens et on réfléchit à ce moment-là on imagine des nouvelles pratiques agricoles qui permettent de produire sans dégrader les sols. Alors, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ou 40 ans, c'est pas très développé en France, ça commence là maintenant. Ça vient des États-Unis, du Brésil, parce que là-bas, ils ont des climats qui sont quelquefois plus vigoureux que chez nous. Mais la difficulté, en fait, ce qui aujourd'hui n'est pas très courant, moi, je ne connais personne qui sache faire ça, c'est de pratiquer cette agriculture de conservation des sols en bio. C'est-à-dire ne plus travailler la terre et ne plus utiliser de chimie. Or, le bio, il ne peut pas s'appasser du travail du sol pour lutter contre les mauvaises herbes, puisque c'est sa principale problématique. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à des nouvelles pratiques. Et nouvelles pratiques veut dire nouveau matériel. Et c'est là que j'interviens. Alors, vous intervenez avec la deuxième casquette. Là, il faut être beaucoup moins modeste. Il faut nous expliquer, parce que cette machine, elle existe. Il y en a même plusieurs dans la gamme. Vous avez créé une marque. Elle s'exporte même. Je crois qu'il y a des clients au Canada, entre autres. Elle fait quoi, cette machine, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, et tant mieux pour vous, vous êtes celui qui est en train de montrer un peu l'exemple, même si vous avez du mal à le dire? Elle s'explique. Enfin, elle fait quoi? On voit quelques images en plus. En fait, la machine, elle ne va pas remplacer des matériels existants. Ça ne marche pas. Elle s'appuie sur des nouvelles pratiques agricoles. On s'appuie sur l'utilisation des couverts végétaux. Donc, le couvert végétal, c'est quoi? C'est une culture, on dit culture intermédiaire, c'est-à-dire culture entre deux cultures qui sont destinées à nous nourrir, à nourrir les hommes. La culture, c'est pour nourrir les hommes. Le couvert végétal, c'est pour nourrir le sol. Donc on s'appuie sur ça, c'est la pierre angulaire, c'est le pilier principal de l'agriculture de conservation des sols. Et la question c'est comment je détruis ce couvert sans dégrader les sols, comment j'implante mes cultures suivantes dans ce couvert. Donc ça veut dire quel type de plante on utilise, à quel moment on le détruit, quelles sont les densités, etc. La complexité elle est là. Le matériel en quelque sorte il est relativement simple. On a 2 gammes d'outils. On en a un pour détruire les couverts végétaux, donc ce que je viens de citer, et la deuxième pour prendre le relais du travail de la première. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détruit le couvert, on a implanté notre culture, et la nature est rien. Horreur du vide, un sol nu dans la nature, ça n'existe pas.
il y a toujours des mauvaises herbes qui vont pousser. Et il faut les gérer, et là, c'est le deuxième outil qui intervient. Alors, on est dans la journée de l'économie, on essaye de donner de l'espoir. On en a eu tout à l'heure grâce au PDG de l'INRAE. Qu'est-ce que c'est le plan de développement pour vous aujourd'hui de cette entreprise? Comment vous voyez les 3 ans, les 5 ans qui viennent avec cet atelier et cette nouvelle marque? Je ne me projette pas à 5 ans. Hein, il est terrible. Aujourd'hui, c'est difficile de se projeter sur deux. Mais bon, on a la chance de tomber au bon moment, en fait. Ça, c'est important. Pourquoi le bon moment? Je m'intéresse à ce sujet depuis une dizaine d'années et je vois depuis, au départ, on nous prenait un peu pour des farfelus, quoi. Hein. Les voisins, quand ils m'ont vu la première fois écraser ma parcelle et puis venir semer directement dedans, et ils m'ont dit ça va pas marcher. Bon, effectivement, ça n'a pas toujours marché. C'est pas aussi simple que ça. Mais là aujourd'hui, il y a une prise de conscience et on a de plus en plus de gens qui viennent, qui nous sollicitent et qui essayent de comprendre ce qu'on fait. Ça va pas exploser parce que, ça va pas exploser, ça va pas aller très très vite parce qu'il faut apprendre. C'est compliqué. L'agriculture traditionnelle, hein, qu'elle soit bio ou conventionnelle, c'est pas le sujet. C'est relativement simple. On travaille le sol, on implante la culture et après on met de la chimie et ça marche. Là, on travaille plus le sol. On met des plantes qu'on va détruire, mais on va essayer d'implanter les autres derrière. Enfin, il faut comprendre tout ce qui se passe dans le sol, c'est ça qui est compliqué en fait. Et donc ça demande de l'apprentissage, ça demande d'être convaincu qu'il faut faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et alors justement, je reviens vers vous, mais je voyais Jean-Louis Dubourg qui hochait de la tête. Oui. Je ne sais pas si je dois vous mettre dans les farfelus avec votre casquette du méthaniseur qu'on a visité tout à l'heure, dont on va parler tout de suite. Non, mais et surtout, je voudrais vous faire complète, réagir. Est-ce que c'était un métier facile qui devient plus compliqué et est-ce que c'est le bon moment? J'aime bien cette expression. Oui, enfin, je pense que c'est le moment. Ensuite, moi, ça fait une trentaine d'années maintenant que je fais de l'agriculture et je veux dire, j'ai de moins en moins de certitudes. Je suis en conventionnel et en bio, mais j'ai de moins en moins de certitudes sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, j'ai un bon catalogue. Mais ce qu'il faut faire, c'est les règles changent tout le temps, les règles économiques, les règles techniques. La météo, chaque année est atypique. Hein. Tous les ans, on a une année en agriculture, on a une année atypique que l'on n'a jamais vue, qui se termine toujours par un bon millésime en viticulture. Mais chaque fois, c'est un problème différent à résoudre et c'est ce qui est passionnant, c'est qu'on n'est pas... il faut se servir des recettes qui ont échoué pour ne pas recommencer. Voilà. Alors, avec ces certitudes qui sont celles de vos leçons de l'expérience des 30 années, vous avez quand même pris une décision importante. Vous êtes avec 3 associés. On est à quelques pas d'ailleurs de cette unité de méthanisation. Je rappelle le contexte. Hein, il y a 1200 hectares de cultivés à 4, donc il y a une exploitation conséquente. Et vous avez pris une décision donc de créer cette unité de méthanisation. Est-ce que ça vient répondre, et on va vous la faire préciser, mais est-ce que ça vient répondre à avoir l'assurance d'avoir un revenu fixe par rapport à ce qu'on vient de décrire sur la situation difficile d'une année sur l'autre? Alors, effectivement, la méthanisation, c'est normalement, puisque je ne peux pas parler de ma grande expérience de méthanisation, ça fait 3 mois qu'on injecte du gaz. Mais normalement, c'est une activité cyclique basée sur le mois, avec un prix de vente garanti pour 15 ans, à quelques indices près. C'est quelque chose qui n'existe pas en agriculture classique. Et donc on a pris ça aussi, cette option pour l'aspect économique, sécuriser un peu nos activités agricoles, mais aussi pour compléter ce qui vient d'être dit. On implante des intercultures l'hiver, mais on ne les détruit pas, nous on les récolte pour les ensiler et faire du gaz. Mais par contre, on utilise pleinement l'activité racinaire de ces cultures intermédiaires que l'on a implantées pour structurer le sol, avoir une meilleure capacité physique du sol, avoir une meilleure résistance au vent de sable lorsqu'on implante nos cultures de printemps. Alors, on va se dire quand même qu'il n'y a pas que la question du revenu fixe qui vous a motivé. On est aujourd'hui sur un débat sur la transition, la transformation. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se met à 4 autour d'une table pour investir beaucoup d'argent? Parce que vous allez nous dire le montant de l'investissement. Oui, au total, une fois qu'on aura fini l'installation, on sera à 5,7 millions d'investissement.
peut-être un peu plus, mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Et donc ce qui nous a motivés, c'est plusieurs choses. Ce que je viens de dire d'abord, l'aspect économique aussi, et puis l'aspect utilisation du digesta, qui est un fertilisant naturel, qui va nous permettre de fertiliser nos parcelles avec un fertilisant qui est très faiblement chargé, mais facilement assimilable par les plantes. Et puis, c'est aussi de participer à de l'économie locale, c'est utiliser la puissance de la nature, la puissance du soleil et des heures d'ensoleillement d'hiver pendant lesquelles on ne ferait pas grand-chose. Et puis l'été, on utilise aussi nos parcelles en fin d'été pour produire du maïs. Et puis c'est produire une énergie locale qui est injectée, le gaz est injecté dans le tuyau à Saint-Jean-d'Illac. Et donc notre gaz est produit localement, consommé localement. Donc c'est aussi un modèle que nous on trouve vertueux. Alors, justement, pour qu'on imagine un peu en mètres cubes, je pense que l'observateur lambda ne comprend pas ce que ça veut dire. Je sais qu'en ce moment, vous sortez près de 200 mètres cubes heure de gaz, mais en nombre de foyers ou d'usages que ça peut faire, ça représente quoi? Parce qu'on est toujours un peu en recherche d'exemples. Alors, 190 mètres cubes heure. Donc, quand on achète du gaz, on achète des kilowattheures. Et donc, c'est l'équivalent de 2000 kilowattheures produits en continu, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 non-stop, donc ça pourrait... vous ne l'avez pas encore transformé en foyer bordelais, mais... Non, c'est quelques centaines de... Ah, plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Souffle, Jean-François Clédel, qui est en train de prendre des notes. Oui, parce que je n'ai pas l'habitude de... Alors 6000 constructions au RT 2012. Très bien. Donc voilà, 6000, ça parle. 6000 maisons demain grâce à ce qui se passe. Mais c'est des notions que, nous, on produit du gaz dans des mètres cubes et on a l'habitude de fonctionner. Moi, vous inquiétez pas, Jean-Louis Dubois. Ce qui est intéressant, c'est le mot digesta, parce que vous le savez mieux que moi avec votre casquette de président de chambre consulaire. Le mot peut faire peur. On a vu des communes sur d'autres projets, et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on insiste sur les différents digestats pour le grand public et même pour les gens qui sont en train de nous suivre et qui seraient intéressés pour s'engager ce genre de mission. Pourquoi le vôtre de digesta est utilisable sur les cultures et que certaines communes, par ailleurs, refusent du digesta sur leurs terres à cause de la pollution? Je crois qu'il faut être précis là-dessus, sur l'origine. Alors, nous, la capacité de notre installation, c'est qu'on utilise des cultures qui sont produites chez nous et on met dans notre méthaniseur, on ne met que des produits végétaux, connus et qui ont la capacité de se décomposer très rapidement. Et donc, s'ils se décomposent très rapidement, le digesta qui est produit, donc qui est le résidu, ce qui reste une fois qu'on a enlevé le gaz, n'a pas d'odeur ou très très peu d'odeur. Enfin, on n'arrive pas, très peu d'odeur, enfin à peine perceptible. En revanche, il y a des projets de méthanisation qui utilisent des bouts de station d'épuration, des produits issus des résidus d'abattoirs, de poissons. Et donc là, on produit du gaz de la même manière. Par contre, ce sont des produits qui se décomposent plus difficilement, qui doivent rester plus longtemps dans l'installation, qui nécessiteraient pour obtenir les derniers pourcents d'avoir des installations très, très importantes. Et donc, les opérateurs ont tendance à limiter et à sortir, avoir un digesta qui est moins décomposé que les digestats agricoles comme les nôtres, d'où la présence d'odeur, d'où la présence aussi de produits polluants que l'on peut retrouver et qui ne sont pas détruits par le processus. Et nous, notre souhait, c'est que tous les 4 associés ont produit beaucoup de biens alimentaires à destination humaine et on ne veut surtout pas prendre le risque de froisser nos clients et le consommateur final qui est au bout. Ok, je crois que c'était important de le préciser. Alors justement, parler de l'exploitation en tant que telle, du gaz et puis de ses débouchés, on va faire ça aussi avec Muriel Moreau qui est restée avec nous, puisqu'on avait fait un peu de teasing tout à l'heure. Est-ce que Muriel est toujours là? Oui. Oui, donc on en était resté à cette fameuse laine qui était prête à utiliser.
Aujourd'hui, on en est où et est-ce qu'on peut déjà trouver des produits réalisés avec cette laine du Béarn qui vous est cher parce que c'est votre terre d'origine, j'ai oublié de le répéter pour ne pas me fâcher avec les Béarnais, et du Pays Basque? Oui, alors après donc le projet de recherche, on a mis au point, parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas parlé du produit, un isolant qui a vocation, donc c'est pour le secteur textile, et en fait ça a vocation à remplacer les isolants en polyester qu'on utilise généralement pour isoler les parkas, les manteaux, les vestes, les sacs de couchage, les gigoteuses pour Sauf les chez bébés. Pyrenex qui prendra la parole après vous parce qu'ils font que dans la plume d'oie et le duvet, hein, donc, et le canard. Exactement. Voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'idée, c'était de capitaliser sur les propriétés naturelles de la laine. Et donc, on a mis au point ce produit, donc qui est terminé et donc commercialisé depuis début juillet. Et ben, là, je travaille avec un atelier au Pays Basque cette fois-ci, qui sort la première veste d'ici 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut projeter, puisque je sais qu'il y en a un qui est un peu discret sur les plans de développement et le business plan en Lot-et-Garonne. Je sais que vous avez des ambitions et que vous les affichez, Muriel. C'est quoi le projet maintenant? Oui, alors je suis aussi, enfin, je me projette pas Non, mais non je veux plus pas à la 5 modeste. ans. Dites-nous ce que vous ambitionnez de faire. Alors déjà, faire en sorte que ça marche, que ce produit-là, enfin de transformer avec toutes les marques avec qui je suis aujourd'hui en discussion. C'est vrai qu'il y a une grosse, enfin il y a une très bonne réaction du côté des marques qui souhaitent aller vers un sourcing qui est plus responsable et qui n'ont pas forcément le loisir d'avoir des fournisseurs qui ont une vraie transparence. C'est-à-dire que là, enfin, vous pouvez même aller acheter le fromage des bergers. Donc chaque étape est parfaitement transparente. Toujours, enfin toutes les décisions sont prises avec une notion d'impact environnemental réduit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui sont très sensibles à ça. Après l'idée, c'est de transformer, c'est-à-dire qu'il y a forcément une petite barrière prix. Voilà, faut convaincre les usines aussi de travailler avec un produit organique et de laisser de côté un petit peu le polyester qui est facile à travailler, tout blanc, tout beau. Mais on a réussi à faire un produit qui s'en rapproche vraiment. Donc voilà, donc ça c'est les ambitions court terme. Les ambitions moyen terme, c'est d'autres projets de développement parce que là, même si on vend beaucoup de parkas, on a quand même 1200 tonnes, donc voilà, et puis il y a des laines qui sont trop rustiques pour être valorisées dans cette application-là. Donc il y a des projets de recherche et de développement, toujours pour faire des matières dans le secteur textile, des matières imperméables. Et aussi, on a un projet de bioplastique, voilà, pour être une alternative aux matières pétro-sourcées, mais sur d'autres objets du quotidien, mais du coup à base de laine. Voilà. Bien, tout à l'heure, le président des PDG de INRAE parlait d'espoir. Je crois qu'on a une belle leçon d'espoir. On en avait deux avec vous, messieurs aussi. Je voudrais juste une conclusion avec votre casquette. Vous en avez trois aujourd'hui. De président de la Chambre d'agriculture, certes de la Gironde, c'est pas tout à fait le Pays Basque et le Béarn. Quand vous entendez des jeunes personnes qui arrivent avec des projets comme ça, vous vous dites, on va dans le bon sens, il se passe quelque chose, ou est-ce que c'est l'exemple qui malheureusement est assez rare? Comment vous regardez cette évolution en ce moment par rapport aux thématiques du jour? Non, mais c'est encourageant de voir qu'il y a des personnes des projets qui vont dans ce sens-là. En agriculture, on le voit beaucoup, avec beaucoup d'agriculteurs qui s'installent sur des productions nouvelles et des engagements de certification et de production originale que l'on ne voyait pas auparavant ou qui avaient été abandonnées. Ouais. Denis, vous partagez ce regard ou vous êtes un petit peu encore à vous dire je me sens seul et isolé? Non, effectivement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec votre voisin. Si, je suis tout à fait d'accord. Au contraire, oui, effectivement, il y a une réelle prise de conscience. Je disais tout à l'heure, les agriculteurs voient bien que leur système arrive au bout. On continue malgré tout parce qu'il y a une grande inertie. C'est un peu de l'industrie lourde de l'agriculture finalement. Il y a de l'inertie dans les habitudes. Il y a une transmission de père en fils. Du patrimoine familial. Donc le père, évidemment, regarde souvent d'un mauvais œil quand le fils veut travailler d'une façon différente de ce qu'il a pratiqué depuis toujours.
Donc ça, mais il y a réellement une prise de conscience et tant mieux. Et ce qui moi m'anime, ce qui me permet d'avancer, c'est que au-delà de l'aspect purement économique, parce que c'est nécessaire pour le développement de l'entreprise, mais c'est un projet qui a du sens, quoi. C'est un projet qui permettra aux générations futures de continuer à bien se nourrir. Ce qui ne sera pas le cas, qui risque d'être délicat en tout cas, si on ne change pas ces pratiques. On le voit tous les jours. Chaque fois que la Garonne est marron, c'est des milliers de tonnes de terre qui ont disparu. Et sans terre, on ne fait pas d'agriculture. Et puis, pas beaucoup. Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'agriculture va évoluer. Philippe Monguin l'a dit. Et moi, je suis persuadé que les prochains emplois de l'agriculture, c'est pas ce que l'on voit actuellement, des personnes qui se baissent pour ramasser des herbes à la main. Mais donc, maintenant, ils peuvent les broyer ou je ne sais pas comment on dit avec le matériel. L'idéal, c'est quand les cultures sont en place, pouvoir repérer les mauvaises herbes et les arracher une par une. Et ça, c'est la robotique, c'est l'industrie. Et on a beaucoup d'efforts à faire là-dessus, beaucoup de recherche et développement. Il y a beaucoup d'innovations à venir. Et moi, je crois beaucoup aux nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Eh ben, on fait le pari, on se donne rendez-vous dans quelques années pour faire le point avec vous. Merci à cette première table ronde. On tient notre timing, vous pouvez les applaudir effectivement. Les questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, elles me sont transmises, on verra ça tout à l'heure avec nos invités. Merci à Muriel depuis le très beau Pays Basque. Et on salue la Béarnaise Calais, comme ça on se fâche. Je le répète avec personne, puis on salue aussi Biarritz et Bayonne en même temps, comme ça on se fâche pas avec les rugbymen.